Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler PC portable gamer. Je vais vous donner à l'heure actuelle donc toutes mes astuces et mes différents conseils afin que vous puissiez correctement choisir votre PC portable gamer car clairement aujourd'hui c'est devenu réellement un casse-tête entre les centaines de milliers de modèles qui sont à l'heure actuelle présents sur le marché, le fait d'avoir des prix qui sont ultra fluctuants aujourd'hui et aussi qu'on a un énorme manque d'informations sur ces derniers et donc je vais au moins pouvoir vous montrer les différentes pistes afin d'éclaircir tout ça et afin surtout d'éviter de faire des erreurs lors du choix de votre PC portable gamer. Bref, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch, vous avez le lien directement en description. Je fais un stream généralement le lundi soir, une fois au moins toutes les semaines. Si c'est pas le lundi soir, ça peut se décaler en fonction des jours, mais de toute façon pour ça vous avez les réseaux sociaux, donc je les annonce à chaque fois. Et on va attaquer directement dans le vif du sujet avec mes différentes astuces pour choisir réellement votre bon PC gamer. Donc préparez-vous un petit café, un calepin avec des notes si besoin et on attaque, c'est parti. Pour commencer, je pars déjà du principe que vous avez fait le choix d'un PC portable gamer parce que vous avez besoin de mobilité, c'est-à-dire que vous avez besoin de pouvoir bouger, que vous n'êtes pas à chaque fois au même endroit pour pouvoir jouer et que finalement une tour, c'est quand même beaucoup plus complexe entre l'écran, le clavier, la souris et la tour en elle-même à déplacer et que vous souhaitez à ce moment-là pouvoir jouer à différents endroits et donc avoir besoin de mobilité. Cependant, là où on va en venir déjà à la première question et au premier point crucial, c'est déjà de déterminer vos envies, vos besoins et surtout vos limites avec la partie tarification et la partie performance. Et bien oui, il faut déjà avant de choisir et de sélectionner la partie justement performance dessus, c'est déjà de dire quel est votre budget à l'heure actuelle pour pouvoir sélectionner votre PC portable, de déjà faire un tri dans tous les PC portables qui existent dans votre budget, dans votre fourchette de budget et de vous dire qu'est-ce qui correspond à mon usage. Et au niveau de l'usage, est-ce que vous voulez faire du gaming avec du AAA en 4K à 360 images par seconde? Autant vous dire que là, ce sera pas possible sur 99% des PC portables du marché, donc vous êtes vraiment dans une niche. Mais si vous souhaitez faire du petit jeu, du jeu compétitif, allez aussi sur certains AAA et que vous avez besoin de jouer en mobilité, et là je tiens à le préciser parce que ça va vraiment changer la chose, c'est-à-dire à jouer sur batterie, et à ce moment-là, oui, il faudra justement allier le côté performance, économie, autonomie aussi, afin de pouvoir sélectionner vraiment le bon modèle. Si par contre vous me dites aujourd'hui, j'ai clairement pas la prétention de pouvoir jouer quand je suis dans le train, d'accord, que j'ai pas du tout envie de jouer quand je suis sur batterie et que la partie gaming s'arrête uniquement quand vous êtes en poste fixe à ce moment-là, là déjà on va ouvrir un champ d'horizon qui sera quand même beaucoup plus grand parce que ça va vous permettre déjà de pouvoir avoir beaucoup plus de modèles en ligne de mire afin de pouvoir sélectionner des modèles qui auront peut-être des batteries ou des autonomies de batterie beaucoup plus modestes, parce que quand vous êtes sur secteur, là au moins vous serez pas gêné par le côté autonomie qui est l'un des gros inconvénients des PC portables gamer à l'heure actuelle. Donc ça déjà, je pars vraiment sur ce principe-là et c'est vraiment le premier conseil, c'est déjà de vraiment savoir ce que vous souhaitez faire. Deuxième astuce, et là on en vient directement avec l'un des grosses choses problématiques à l'heure actuelle sur les PC portables gamers, simplement l'autonomie. Encore sur un PC portable bureautique, on a facilement des PC portables qui arrivent à avoir du 10 heures d'autonomie, du 8 heures, ça reste ok. Cependant les autonomies qui sont données par les constructeurs, que ça soit du coup du MSI, que ça soit du Asus, du HP, du Dell, bref, tous les constructeurs à l'heure actuelle pour les PC portables gamers, sur l'autonomie qu'ils vous annoncent, c'est pas l'autonomie à 100% de puissance et à 100% de capacité de votre PC portable, ça va être l'autonomie qui va être, elle, jaugée avec par exemple juste certaines tâches bureautiques, mis en économie d'énergie, dans des conditions thermiques qui sont quand même beaucoup plus favorables pour la machine, et surtout avoir aussi toutes les options qui sont désactivées, notamment la partie boost de performance sur votre processeur, ou donc le fait d'avoir des performances sur les dalles qui sont par exemple de 360 images par seconde, qui sont là réduites à du 60 images par seconde. Tout ça fait que les constructeurs manipulent
manipule un petit peu, grossièrement si on peut dire ça, les paramètres de test pour pouvoir vous proposer une autonomie. Et oui, des fois on arrive à voir des arguments commerciaux qui en fait sont tout simplement balancés comme ça avec du 8 heures d'autonomie en jeu. Ça clairement aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun modèle qui permet réellement de pouvoir avoir ces autonomies là en gaming à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, si vous me dites comme quoi vous souhaitez vraiment jouer sur batterie pendant 8 heures, eh ben je vous dirais que c'est pas du tout en fait réellement réalisable et que concrètement il faudra à ce moment-là aller sur des budgets vraiment très élevés au niveau des PC pour pouvoir prétendre y approcher. Ou sinon vous allez y jouer mais à 30 fps avec aucune en fait activation de performance et qu'au niveau de la partie dalle, bah, vous serez en fait sur une dalle à 60 images par seconde alors que vous avez payé un PC qui peut en fait monter jusqu'à 340 images par seconde par exemple, et qu'au niveau de la partie globale en fait de toutes les options que vous allez avoir autour, elles seront toutes désactivées. Donc ça c'est vraiment le premier point pour savoir du coup quelle est l'autonomie réelle, quelle est l'autonomie en jeu, quelle est l'autonomie qu'on peut espérer finalement avoir en fait en jeu pour les PC gamers. Bah je vous dirais qu'il faut rechercher les différents tests et rechercher les différents articles, et pour ça il y a un site sur lequel moi je me réfère qui est quand même plutôt bien fait, c'est Laptop Spirit. Je vous mettrai le lien directement en description. Au moins eux ils font les tests où de base l'autonomie annoncée c'est avec une vidéo qui tourne, 50% d'éclairage et de luminosité au niveau de l'écran, et c'est tout. Vous n'êtes pas en mode économie d'énergie ou autre, vous êtes en utilisation normale mais avec une vidéo qui tourne, et à ce moment là sur la partie du coup gaming, vous pouvez très bien penser que vous allez avoir que un tiers de l'autonomie annoncée. Donc si le PC est du coup en fait sur du 6 heures en fait donné, vous savez que vous allez avoir un maximum de 2 heures d'autonomie en fait sur la batterie quand vous allez jouer à pleine performance de votre machine. Deuxième astuce et deuxième conseil, c'est tout simplement de bien déterminer le choix de votre taille. Eh bien oui, la taille ça compte et c'est bête à dire, mais la taille va conditionner le transport, va conditionner son poids, va conditionner l'encombrement de façon globale, mais surtout aussi le type de machine que vous allez avoir. Le 15,6 pouces reste la taille, j'allais dire, très standard et la plus appréciée de façon globale. On va avoir le 17 pouces ou des 16 pouces qui sont quand même finalement un peu plus grands en fait dessus, qui permettent d'avoir un confort visuel qui sera quand même assez grand et plus agréable. Cependant, vous allez aussi avoir des modèles comme le mien perso qui n'est pas un gamer mais qui reste un modèle du coup bureautique. On est sur un 14 pouces et c'est vrai que le 14 pouces c'est ultra transportable, c'est beaucoup plus léger et on s'en sort finalement avec des machines qui peuvent avoir des performances avec des Ryzen 9 par exemple et des 4080 dans des petites machines comme ça en 14 pouces. Donc en soi, c'est pas un problème. C'est juste que il faut aussi pour vous déterminer de savoir si justement c'est confortable ou pas pour vous quand vous êtes sur un poste fixe, sur un bureau, d'avoir un petit écran 14 pouces, ou si au contraire vous voulez avoir un grand écran, mais que si vous bougez une fois par jour à ce moment-là et que vous êtes à chaque fois dans les transports et que vous devez à ce moment utiliser votre machine dans les transports, est-ce que c'est réellement pratique de partir sur un 17 pouces? Pas réellement. Là, l'intermédiaire du 15,6 pouces fait sa place et est plus en fait finalement plus pertinent. Là, c'est vraiment à vous de voir. Et pour ça, je vous dirais, allez en magasin, regardez quelle taille correspond à quoi, faites-vous à vous-même une idée entre du 14, du 15, du 17 et les différentes variantes des modèles. Mais au moins, ça vous permettra vraiment de pouvoir correctement sélectionner. Le prochain conseil que je vais avoir à vous donner, c'est de pouvoir surtout vous fixer finalement au niveau de votre usage à des technologies qui valent réellement le coup et d'éviter toutes les technologies futiles. Alors qu'est-ce que j'entends par technologie futile? C'est que si aujourd'hui c'est uniquement pour la partie gaming que vous sélectionnez votre machine, qu'on vous propose des modèles avec des écrans en 2K, donc en 1440p, qu'on vous propose des modèles avec des écrans à 360 images par seconde, que vous avez plein de LED de partout en fait sur le PC et que vous avez à l'arrière du coup de la plasturgie, un écran où vous pouvez animer un logo ou autre. Si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Mais tout ça, ça vous bouffe de la batterie, donc vous perdez en autonomie en fait de façon globale. Ça vous bouffe de l'énergie et de la puissance aussi au niveau de la partie performance de votre PC, parce que oui, ça reste de la gestion. Oui, ça bouffe en fait, ça consomme directement. Faut pas oublier que sur un PC portable, tout est géré de façon vraiment ultra compacte à ce moment-là. Et malheureusement, toutes ces technologies-là, est-ce qu'elles sont réellement utiles pour vous tous les jours? Si vous voulez vous faire plaisir que un modèle sans et un modèle avec, vous avez que 50 € d'écart, ok, pourquoi pas, faites-vous plaisir, vous pouvez le prendre. Mais pensez aussi que cette partie-là, elle a un impact, même que si les PC portables sont étudiés pour, finalement, tout l'aspect autonomie et tout l'aspect batterie sera réellement bouffé par ces technos et ça sera pas agréable pour vous en fait dans le futur.
Avant d'attaquer dans le cœur de la partie composants, je vais aborder deux points qui sont pour moi quand même essentiels. Le premier, c'est ne pensez pas que votre PC portable en gamer sera un investissement. C'est une erreur de penser que vous allez correctement pouvoir revendre votre machine 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard. Les PC portables gamer vont beaucoup plus vite de façon technologique, si on peut dire ça, qu'une tour. Donc c'est vrai que malheureusement au niveau de l'évolution, vous avez énormément de modèles qui sortent et acheter un PC portable à 2000 €, il décote plus rapidement et plus fortement qu'une voiture sortie du concessionnaire. Aujourd'hui, ça vaut pas le coup de se dire je vais faire de l'argent sur la revente d'un PC portable, en tout cas quand vous l'achetez déjà en neuf. Sur le marché du bon coin et quand vous allez sur le marché de l'occasion de façon générale, vous voyez énormément d'offres. Vous avez énormément de PC portables, que ça soit des vieux, que ça soit des récents. Vous avez tous les prix. Les prix vont à gogo et les personnes sont quand même assez globalement un peu froides à aller acheter en fait du PC portable d'occasion parce qu'on connaît pas l'entretien. Vous connaissez pas dans les conditions où il a été trimballé. Est-ce qu'il a pris de l'eau? Est-ce qu'il a pris de l'humidité? Est-ce qu'il a pris beaucoup de chaleur ou pas? Est-ce qu'il a chauffé? Est-ce qu'il a été entretenu correctement? Est-ce que les pattes thermiques ont été refaites? Est-ce que la ventilation a été nettoyée? Est-ce qu'il y a un défaut qui est visible que 1 heure ou 2 heures après? Est-ce que la batterie tient encore? Parce qu'au fur et à mesure, les batteries, elles se désagrègent en fait directement et elles deviennent défaillantes. Et des fois, sur les PC portables gamers, c'est même carrément avant les périodes de garantie. C'est même souvent le cas en fait pour les plus gros en fait joueurs. Ce qui fait que généralement, les personnes sont très réticentes à acheter sur le bon coin. Alors je dis pas comme quoi vous avez peut-être vous revendu votre machine, que vous avez payé 2000 €, vous avez trouvé quelqu'un qui voulait acheter 1006 3 ans après. Ok, c'est possible, mais c'est clairement pas une généralité. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui, si vous voyez votre PC en disant c'est un investissement, dans 2 ans je vais le revendre à 10% moins cher ou autre, c'est faux. Vous allez droit dans le mur et vous allez vite vous prendre du coup en fait claque quand vous allez voir la cote de votre PC. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand vous avez votre PC qui est vendu en fait quand vous l'achetez, même s'il décode directement, il décode quoi? Non pas parce que justement il est usé en fait en soi, c'est qu'il décode parce que 3 mois après, vous avez le même constructeur qui a sorti un nouveau modèle avec plus de performance au même prix que le vôtre quand vous l'avez acheté en neuf. Donc à 2 ou 3 ou 4 mois ou 6 mois d'écart, vous vous retrouvez soit avec un concurrent, soit avec la même marque qui vous propose un modèle plus performant au même prix, voire des fois moins cher en fonction des offres. Et du coup, oui, le vôtre il chute totalement. On a énormément d'offres quand on regarde sur le bon coin et je vous laisserai faire la simulation si vous souhaitez et faites le test. Regardez des machines récentes que vous pouvez trouver sur le bon coin à l'heure actuelle. Vous allez voir que vous allez avoir que 100 ou 200 ou 300 € en fait d'écart avec du neuf. Entre perdre une garantie, acheter un modèle qui a déjà 1 an et demi, 2 ans, où je connais pas du coup en fait l'historique, je suis pas sûr en fait à ce moment-là de sa maltraitance ou de sa bonne traitance en fait dessus si on peut dire ça. Et après, face à 300 € de plus, j'ai du neuf, j'ai de la garantie et je suis sécurisé finalement en fait sur la partie historique du matériel. Mon choix, il est vite fait. Donc, même si après, il y a un choix économique et que des fois, vous trouvez le même modèle en occasion et que ça correspond à votre budget parce qu'en neuf, vous ne l'avez pas, ou là, ça peut être intéressant. Mais sinon, c'est quand même de façon globale risqué. Alors, vous allez me dire, ouais, mais s'il a un défaut, je peux le voir tout de suite. Non. Si la personne, par exemple, imaginons, elle a ouvert son PC, elle a enlevé les étiquettes de garantie, elle le sait, en sachant que les étiquettes de garantie, maintenant, vous en avez presque plus sur les coques, c'est plutôt à l'intérieur, qu'elle a voulu changer la batterie, qu'elle a pris une batterie compatible, X ou Y, parce que sa batterie a été flinguée et qu'il n'a pas voulu attendre, et ça arrive souvent, qu'il n'a pas voulu attendre le délai de traitement par le constructeur. Vous vous retrouvez avec un PC portable où vous avez aucune possibilité de vérifier si la batterie est d'origine, vous avez aucune possibilité de vérifier s'il n'y a pas eu des modifications à l'intérieur, et 6 mois après, quand par exemple vous souhaitez le faire passer en garantie, dans le cas où vous avez la facture initiale, dans le cas où vous pouvez faire un transfert de garantie au niveau des noms, et que le constructeur vous le refuse parce qu'il y a eu une modification de la machine, vous l'avez dans l'os aussi. Donc c'est quand même très compliqué et très risqué de pouvoir en fait aller sur le marché de l'occasion, avoir une bonne affaire, avoir un bon prix, et surtout se dire que pour des fois que 300 € d'écart, vous éliminez tous ces problèmes. Donc c'est pour ça que le marché de l'occasion est quand même beaucoup plus compliqué sur l'aspect PC portable. Il y a peu de demandes pour beaucoup d'offres en fait directement. Les prix sont pas réellement correctement fixés parce que c'est normal. Vous avez payé 2000 € en fait une machine il y a 2 ans, vous vous dites oui elle en vaut encore 1500 ou autre. Donc votre investissement, le pensez pas comme étant un investissement, pensez-le comme si vous investissiez dans de la crypto et que vous êtes prêt à perdre cet argent-là. Je considère vraiment comme ça sur la partie PC portable.
Autre point, c'est la partie SAV. Eh bien oui, il faut y faire attention, c'est que au niveau de la partie SAV, prenez des machines qui sont fiables, chance finalement à des bons modèles et à des grandes marques. C'est-à-dire que quand je parle de grandes marques, je veux pas dire non plus par exemple du Gigabyte, du Medion, qui reste quand même des marques qui sont connues, mais finalement en termes de fiabilité, ben clairement pas du tout en fait les meilleures machines. Aujourd'hui, je vais préférer à ce moment-là vous rediriger vers en fait par exemple du Asus, vers du Acer, vers du MSI, afin de pouvoir avoir des machines qui sont un minimum fiables dans le temps et qui au niveau de l'appartement SAV ou en fait même au niveau de la disponibilité des pièces sont quand même plus faciles en fait d'accès et des fois aussi moins cher que en fait les marques un peu spécifiques. Et surtout que dans la partie technologie en fait fil aussi, pensez que si vous avez une dalle OLED, vous cassez l'écran, elle coûtera beaucoup plus cher. Si vous avez une plasturgie avec du RGB, elle coûtera aussi beaucoup plus cher. Si vous avez justement des spécificités en fait dessus avec un écran à l'arrière en fait de votre rang en fait dessus, donc sur la plasturgie, imaginons en fait comme ce qu'on peut avoir en fait chez ROG, elle coûtera beaucoup plus cher aussi. Donc tout ça c'est aussi à prendre en compte parce qu'on reste sur un appareil qui est mobile, comme par exemple pour votre téléphone ou un appareil photo ou autre. Donc si vous le faites tomber, que vous le cassez, ben, il faut prendre en compte que ben, si vous n'avez pas le budget pour pouvoir racheter un nouveau, ben, combien va coûter la réparation. Et les réparations des fois peuvent très vite monter, presque prix du neuf en fait des machines. Ça c'est quand même aussi à y prendre en compte. Maintenant, on rentre dans un vif du sujet et c'est le côté performance. Le choix des composants que vous allez avoir à l'intérieur de votre machine va dépendre de votre usage. Donc comme je l'ai dit en fait avant en début de vidéo, il faut vraiment que vous fixez votre usage, même si vous savez pas ce que vous allez faire dans 2 ans, je suis entièrement d'accord avec vous. Cependant, il faut pouvoir être sûr et certain de au minimum ce que vous allez faire avec votre machine. Alors si c'est de la bureautique, vous pouvez partir sur un i3 ou un Ryzen 3, en fait, il n'y a pas réellement en fait de soucis. Cependant, dans le cas d'un PC gamer, bah là, ça va être le côté un peu ennuyeux parce que les composants de PC portable que vous avez, que ça soit sur en fait la partie processeur comme que ce soit sur la partie carte graphique, les composants que vous avez dans un PC portable sont absolument pas les mêmes que ceux que vous avez dans un PC fixe. Ça c'est normal, tout est compacté, tout est condensé, votre système de refroidissement il est miniaturisé, votre processeur aussi, il est soudé en fait dessus, donc pas du tout la même chose que ce que vous avez dans un PC fixe. Et surtout vous avez la consommation électrique qui fait que vous pouvez en fait envoyer du 1000 watts en fait dans une machine, contrairement en fait à un PC fixe. Ce qui fait que si vous sélectionnez un i7 par exemple de 12e génération sur un PC portable, il aura absolument pas les mêmes performances que le i7 sur un PC fixe, et sur un PC fixe vous allez avoir beaucoup plus de performances que sur celui du PC portable. De même, comparer des PC portables entre eux quand ce sont pas les mêmes processeurs mais que ce sont les mêmes cartes graphiques, ça sert à rien parce que de façon globale, les 3/4 des joueurs et les 3/4 des tests comme vous pouvez le voir sont toujours testés en 1080p où là c'est le processeur plus travaillé que la carte graphique. C'est pas ultra évident et ça j'en conviens en fait à ce moment-là de pouvoir faire son choix. Moi ce que je vais pouvoir vous conseiller c'est généralement partez de façon globale sur la dernière génération de processeurs que vous allez avoir, que ça soit en fait de chez AMD ou que ça soit du coup en fait de chez Intel. Pour la partie jeux compétitifs ou autre, il faut se limiter au minimum du coup avec des cartes graphiques de 6 Go, toutes les cartes graphiques de 4 Go font vraiment pas le taf en fait dessus, aussi que pour des petits jeux sur du compétitif, mais dès que vous rentrez sur du AAA, bah au revoir, hein, clairement ça fait vraiment pas le travail en fait dessus. Un minimum de 8 Go c'est vraiment le strict minimum en fait à ce moment-là. Si vous pouvez avoir 16, prenez 16. Au niveau des SSD, vous n'allez pas avoir beaucoup de choix en fonction de votre budget. Généralement, vous allez avoir du 512 Go ou en fait du 1 Tera. 1 Tera c'est mieux, mais 512 Go c'est quand même le minimum. Donc après, vous prenez au fait aussi IA et on en parlera juste après en fait dans la deuxième partie. Mais c'est là où il faut aussi prendre en compte, c'est que vous pouvez au niveau de la partie processeur partir sur un Ryzen 5 ou sur un i5. Ça fera le travail, mais ça fera pas le travail pendant 8 ans. C'est ça aussi, c'est que du coup la consommation en fait de votre processeur étant quand même vachement diminuée, les besoins en ressources finalement de plus en plus gourmands parce que les jeux eux sont pas adaptés entre une version PC portable et une version PC fixe. Il n'y a pas de différence finalement, vous allez avoir le même jeu entre les deux, ce qui fait que au fur et à mesure des évolutions, des mises à jour ou autres, vous allez perdre plus rapidement en performance et vous allez perdre plus rapidement en efficacité. Moi ce que je vous conseillerais à ce moment-là, c'est de pouvoir partir sur le minimum de performance que vous avez besoin et à chaque fois de passer sur la version juste au-dessus, au minimum. Donc si vous aviez besoin d'un i5 au moins du coup de 11e ou de 13e ou de 12e génération à ce moment-là avec une 4060, et ben essayez de viser à ce moment-là un i7 avec une 4060 ou un i7 avec une 4070, là clairement plus adapté. Au moins vous savez que vous pouvez dans le temps au niveau de la performance et que vous aurez une configuration adaptée d'un point de vue PC portable.
Prochain conseil où je vois trop d'erreurs en fait à ce moment-là qui sont faites et qui peuvent vous coûter cher au final, c'est de pas prendre des machines qui puissent être upgradables. Alors vous allez me dire, on peut changer des choses dans un PC portable. Oui, on peut changer des choses et en soi vous avez trois choses possibles. La première chose c'est la batterie. Alors c'est bête à dire, mais vous pouvez changer en fait la batterie. Vous avez des batteries qui sont compatibles, qui vont avoir peut-être plus de performance, qui vont avoir des plus élevés pour des fois des coûts similaires ou moins chers en fait à la batterie officielle. Ça, je peux vous les conseiller, mais prenez des marques réputées, regardez bien du coup en fait les avis de ces dernières pour faire attention à ce moment-là à pas griller en fait finalement votre carte mère parce que la batterie vous aura donc claqué en fait la machine. Attention, d'un point de vue SAV, si vous venez à changer la batterie, que vous mettez une batterie compatible et que vous les renvoyez en fait en garantie auprès de vos constructeurs, ça sera considéré comme étant une modification de cette dernière et du coup un refus potentiel de garantie. Donc là, faites-le à ce moment-là une fois que la garantie est terminée. Au moins vous serez tranquille, vous aurez un peu plus sain d'esprit en fait directement. L'autre partie et deux autres composants qu'on peut upgrader sur une configuration, c'est le stockage et la RAM. Au niveau de la RAM, je l'ai dit tout à l'heure, 8 Go c'est le minimum. Sauf qu'il faut faire attention, il faut regarder vraiment dans les fiches techniques à ce moment-là des PC. Et ça, pour ça, je trouve que le site LDLC est quand même bien fait sur la partie fiches techniques parce qu'il vous indique le nombre de slots disponibles au total et le nombre de slots utilisés par la configuration initiale. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir un PC portable avec 8 Go de RAM, 2 slots présents dans la machine, sauf que le constructeur, il peut très bien vous mettre 2 barrettes de 4. Et bien, 2 barrettes de 4, si vous voulez faire une upgrade plus tard, pour pouvoir mettre du 16 Go, vous êtes obligé d'acheter du coup soit 2 barrettes de 8, soit du coup en fait une barrette de 16. Et autant vous dire que ça vous coûtera plus cher que s'il y avait déjà de base initialement une barrette de 8 où vous avez simplement besoin de racheter une barrette équivalente en 8 Go pour pouvoir passer à 16. Une barrette de 8 Go en SODIMM aujourd'hui en DDR4, on va être aux alentours en fait d'une trentaine d'euros en fait de moyenne, alors que du coup un kit de 2 x 8, vous allez plutôt être aux alentours des 60 à 70 euros. Donc l'investissement pour l'upgrade sera finalement plus intéressant si vous avez déjà de base choisi correctement votre machine, au même titre que pour le SSD. Le SSD, de façon globale, vous allez pouvoir retrouver des machines en termes de jeu avec du 500 Go à l'intérieur. Ça va être de façon, j'allais dire, le stockage moyen qu'on va retrouver, ça va être ça, surtout en fait dans du milieu de gamme. Après, dès qu'on va monter un peu sur du haut de gamme ou sur certains modèles, vous allez d'office avoir 1 Tera. Cependant, il y a beaucoup de machines, notamment par exemple en fait ce MSI directement ici. Vous avez certaines aussi machines avec les Acer et c'est souvent les Nitro 5 où vous en avez, où vous avez deux emplacements. Vous avez le premier de 500 Go et un second qui est vide. Et bien le second, vous pouvez très bien racheter un SSD d'1 Tera. Un SSD d'1 Tera, on l'a vu en fait sur Amazon ou autre pendant les bons plans, c'est une soixantaine d'euros. Vous ouvrez la machine, vous venez de plugger, vous l'initialisez dans Windows, c'est terminé et vous êtes clairement tranquille. Et là au niveau stockage, vous avez 1 Tera 5, vous pouvez installer tout ce que vous voulez en fait comme jeu, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez comme film, etc. et vous serez peinard. Et ça c'est important et c'est important de le prendre en compte. Alors pour ceux qui vont dire niveau garantie, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose que pour la batterie. Ça c'est un peu en fait dommage et c'est un peu le côté négatif, c'est que au niveau de la partie garantie, si vous renvoyez alors que du coup il n'y a pas les RAM en fait d'origine et que vous renvoyez votre machine ou qu'il y a un stockage en plus, bah ils peuvent considérer que c'est aussi une modification. Donc c'est pour ça que même si vous changez tout le kit en fait complet, je vous dirais toujours de garder le stockage initial donc d'origine et les barrettes d'origine afin que si vous avez besoin d'envoyer directement donc ensemble de réparation sous garantie, puissiez remettre le matériel d'origine et que ça soit ni vu ni connu, parce que pour la machine ça sera quand même très rare de pouvoir récupérer des logs finalement, donc en fait une archive de savoir quel est le type de matériel qui a été utilisé. Donc au moins vous pouvez le renvoyer et vous serez tranquille. D'ailleurs en parlant du SAV, 99% du temps ils effacent les données sur les disques. Pensez bien à faire vos sauvegardes de façon régulière afin d'éviter que si vous l'envoyez en garantie, que vous perdiez tout, ça serait quand même un petit peu dommage. Autre conseil et en même temps une astuce, c'est est-ce que je dois prendre un PC avec Windows ou est-ce que je dois prendre un PC sans Windows? Clairement, ça dépend de vos compétences. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous dites ok, je vais économiser 50 ou 100 euros parce que j'ai pas Windows en fait sur l'autre machine, à 50 ou 100 euros d'écart, si votre budget les limite, ok. Si l'écart est plus grand, je vous dirais que là ça peut valoir le coup, c'est-à-dire supérieur à 100 euros. Par contre, si c'est que 30 ou 50 euros d'écart, vous embêtez même pas, mettez-les pour avoir Windows en fait à l'intérieur. C'est bête à dire, c'est méchant, mais en soi, si vous y connaissez pas assez, que ça soit au niveau du BIOS, au niveau du paramétrage et au niveau de l'installation de Windows, et ben vous risquez de passer des heures en fait à faire votre installation. Et je pèse mes mots parce qu'aujourd'hui de plus en plus les constructeurs mettent des sécurités où en fait on mis des menus cachés dans les BIOS qui vous permettent déjà que s'il n'y a pas de thème, votre disque dur vous voyez dans le BIOS, mais dès que vous mettez une clé en fait USB avec votre Windows, quand vous allez pouvoir voir la sélection en fait de votre disque, fini, pas de disque reconnu. Vous y mettez le driver pour pouvoir le déclencher, pas de disque reconnu. Il y a un menu caché et là on l'a vu chez
Acer, on le voit en fait aussi chez Asus, ou en fait on l'a vu aussi sur en fait d'autres Gigabyte. Bah du coup vous retrouvez en fait avec un BIOS, avec un menu caché, il faut connaître la manipulation pour pouvoir le déverrouiller afin de rendre les disques durs en fait visibles, afin que vous puissiez faire votre installation. Et ça c'est juste la partie début de l'installation, parce que Windows en version PC portable comme en version PC fixe, c'est globalement la même chose. La partie à licence en elle-même, elle est généralement faite avec une reconnaissance matérielle et un compte Microsoft, qui fait que même si vous achetez une licence EOM à 10 ou 15 euros, comme du coup en fait je peux vous proposer avec le sponsor sur la chaîne principale, et ben en soi du coup ça sera quand même reconnu, lié avec votre compte, il n'y a pas réellement de souci. Vous pouvez faire des installations des fois du coup en fait en faire une ou deux en déclarant un changement de matériel, et vous n'êtes pas 100% obligé de rechanger en fait votre matos, et au niveau de la licence vous n'êtes pas 100% obligé de vous embêter à la racheter. Avant, sous les PC portables, pour ceux qui connaissent, ou j'allais dire les vieilles personnes en fait comme moi, on avait directement la licence qui était inscrite ici, avec une petite quête avec écrit Windows, le code, etc. Aujourd'hui ça n'existe plus, vous ne les avez plus, les licences sont directement intégrées et activées de façon numérique, et elles sont tracées avec la carte mère, ce qui fait que si vous changez la carte mère déjà, bah du coup vous perdez votre licence. Mais pour en revenir au choix entre les deux, la troisième configuration et le côté paramétrage, et ben si vous y connaissez pas, la galère que c'est des fois en fonction des constructeurs, en fonction des modèles, pour pouvoir trouver correctement les drivers. Alors certains vont dire ouais tu vas sur le site du constructeur et tu les chopes parce que du coup ils ont l'habitude sur la partie PC fixe. Et sur la partie PC portable, des fois quand vous avez 15 modèles qui correspondent à un seul et même driver, que du coup vous ne l'avez pas dans la liste de drivers parce que ça n'a pas été fait correctement, ou que sinon au niveau des drivers vous en avez que 5 et que finalement vous avez la moitié des autres qui sont en fait manquants, qu'il faut aller chercher manuellement. Ça arrive sur beaucoup de modèles, et notamment sur des modèles entrée de gamme ou sur des modèles type Medion par exemple, où on va pouvoir aussi retrouver en fait Gigabyte aussi, où c'est clairement en fait mal fait, où là bah malheureusement il faut se torturer la tête pour pouvoir choper les drivers. Et pour tous ceux qui vont dire allez un petit coup de driver boost et c'est fini, tout est installé, c'est de la merde, ça fonctionnera pas, vous allez avoir que des bugs de stabilité. Voilà, je vous le dis honnêtement, ça sert strictement en fait à rien. Moi ce que je vais vous conseiller en fait dessus, c'est de partir plutôt, si vous partez sur des modèles sans OS, de partir sur des gammes de PC qui seront finalement du coup un peu plus connues, avec des marques un peu plus grandes en fait à ce moment-là, que ça soit en fait de chez MSI ou de chez Asus, où ils ont l'habitude de libérer la partie driver. Parce que même chez HP, même chez Dell, ça restera confiant en des modèles, de pouvoir retrouver en fait les drivers précis et de retrouver les drivers exacts, mais surtout dans le temps. Parce que si vous faites une réinstallation 4 ans après, bah, il y en a beaucoup où les pages web en fait des modèles auront les 3/4 disparu, où vous allez avoir uniquement les pages de présentation et pas celles de support, parce que bah, il y a plus de support en fait fait, et que ça fait 3 ans ou 2 ans que le modèle n'est plus du tout vendu en fait nulle part, elle n'est plus répertoriée, et bah malheureusement la base de données des drivers elle prend de la place, et puis des fois c'est un peu effacé. Donc c'est quand même une chose à prendre en compte dans la durée, mais aussi au niveau du paramétrage, où bah des fois vous avez aussi votre PC, si vous n'avez pas d'autre PC sous la main, bah vous allez vous retrouver avec avoir installé Windows et être fier en fait dessus, ne plus avoir de réseau, et impossible de trouver en fait le driver de la carte réseau, parce qu'il faudra aller à ce moment-là chercher quel est le composant en lui-même, quelle est la carte réseau qui l'équipe en fait directement, et aller chercher non pas sur le constructeur donc du PC, mais chez le constructeur de la carte réseau, le driver adapté par marque pour la machine. Donc des fois ça peut être clairement en fait un casse-tête. Donc si vous y connaissez pas trop, jouez la sécurité, prenez avec une licence. Si vous y connaissez en fait à ce moment-là, vous pouvez le tenter, ça se fait, c'est long, ça peut prendre du temps, ça peut être galère en fonction, mais ça se fait, et à la fin vous avez votre machine qui est correctement configurée, qui est ok. Après, choisir entre Windows Pro et Windows Famille sur en fait un PC portable, généralement les versions Windows Pro vous allez les payer plus cher qu'une version familiale. Donc là par contre je vais vous le déconseiller, ça sera pas adapté. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue, mais au moins je vous ai permis peut-être, et j'espère, d'avoir vu tous les différents thèmes pour le choix en fait d'un PC portable gamer. La partie composants, bah, ça reste quand même flou, parce que bah, malheureusement ça dépend aussi de votre usage, donc je peux pas prendre un usage type parce que ça correspondrait pas. Je peux pas non plus vous sélectionner des modèles aujourd'hui parce qu'ils dépendent aussi bien évidemment de votre usage, et on n'a pas tous le même usage. Donc c'est vrai que malheureusement aujourd'hui je peux pas vous dire tel PC, tel modèle exactement, le RFQ 458 et bien c'est pas, voilà, ça sera pas réellement du coup adapté, en sachant que les modèles bougent beaucoup, que la variation de prix est quand même très grande en fait, même sur du neuf ça varie. Vous regardez la vidéo du coup, d'une vidéo on peut vous proposer en fait 5 PC portables en top, 3 mois après du coup ils ont peut-être tous été remplacés, ou il y en a peut-être qu'un seul de disponible et tous les autres ont été arrêtés. C'est largement possible, et c'est un peu la problématique des PC portables gamers. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des choses à dire en fait dessus, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, et puis à vous abonner
bien d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous avez des questions. Donc je live, donc comme je le redis, généralement tous les lundis soirs ou au minimum une fois par semaine. Donc n'hésitez pas en fait à passer, puis même juste à passer pour faire un petit coucou, en fait ça me fera plaisir. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura aidé et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!